L'invité café. Et donc alors avec notre invité ce matin, eh bien, nous allons tâcher de voir ensemble donc comment va s'organiser la campagne contre la grippe et le Covid. Et pour cela, eh bien, nous recevons le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, commençons par le nouveau vaccin contre la grippe et le Covid. Vous voulez vacciner 60% des sujets à risque. Si l'on veut obtenir l'immunité collective, vous allez faire comment en fait? Comment se présente cette campagne? Cette campagne, c'est surtout une campagne de volontariat qui vise les personnes les plus vulnérables. On vise surtout les personnes de plus de 60 ans, les personnes qui sont en longue maladie, mais aussi les professionnels de santé, qui elles peuvent être vecteurs de contamination et qui sont surtout les plus exposés. C'est d'abord la campagne contre la grippe, il ne faut pas l'oublier, et aussi on fait une campagne pour la vaccination du Covid, même si on a arrêté l'obligation, et c'était important. Cette campagne vise à faire une chose qui... On a tendance à oublier que la grippe, ça tue chaque année beaucoup plus de personnes même que ce qu'on pourrait croire. Ça touche le monde entier, c'est un virus qui est lancinant et qui peut conduire à de graves affections. Donc, nos anciens, nos matayapos, nos plus vulnérables doivent se faire vacciner au maximum. Le Covid, le nouveau virus, l'OMS estime que la version qui existe aujourd'hui est moins impactante sur la population. Néanmoins, on a eu des cas graves qui sont arrivés comme au CHPF. Il y en a eu 2 depuis le début du retour de l'infection. Il ne faut pas faire une crise dessus. Il ne faut pas faire c'est pas très grave, mais il faut faire attention. Il faut dire à nos personnes les plus vulnérables, allez vous faire vacciner. Ça ne posera pas de difficulté. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais les choses pourraient évoluer, pourraient changer? Non, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas de caractère obligatoire qui est à l'ordre du jour. D'ailleurs, on vient d'annuler à l'Assemblée l'obligation vaccinale. Donc, on n'est pas dans cette démarche-là. D'accord. Donc alors, pour en revenir à la campagne proprement dite, ça veut dire quoi? Vous avez déjà des cibles, on a parlé des personnes âgées, vous savez donc d'emblée comment les contacter, hein, la plupart sont des carnets rouges, ou alors comment est-ce que vous allez vous organiser? C'est une campagne auquel tu participes, puisque faire une émission de radio aujourd'hui pour parler de la campagne contre la grippe, ça permet aussi de communiquer à tous le fait que c'est complètement gratuit et qu'ils ont juste à se déplacer pour aller se faire vacciner. C'est surtout ça. Après, c'est vraiment un avantage. Ça serait une communication plus large. Il y a un site qui est fait sur la direction de la santé qui explique pourquoi se faire vacciner et comment, mais ça sera un vecteur large. On communiquera. Il y a eu l'intervention de Toté Biarrez dans la presse. On essaye de communiquer sur les larges radios, sur l'ensemble des plateaux, pour faire en sorte que les gens fassent attention. Mais je pense que les gens de plus de 60 ans, aujourd'hui, font attention à leur santé pour pouvoir profiter de leurs petits-enfants aussi. D'une manière générale, en tous les cas, il n'y a pas de cette méfiance de la population vis-à-vis par rapport à la crise sanitaire. Les gens ont encore des souvenirs. Ça nous a tous marqué, cette crise. On a tous été affectés par les obligations, par les morts qu'on a eues, par l'obligation de se faire vacciner, par tous les fantasmes qu'il y a pu avoir sur oui, non, qu'est-ce qui se passe avec une vaccination. Ça a perdu une confiance aussi vis-à-vis de la vaccination. Faut dire les choses. On a entendu tout à l'heure les gens communiquer. Ils te disent oui pour la grippe et ils sont un peu frileux pour le Covid. Ce que je peux comprendre, on a eu des vaccins qui ont été mis en place très très vite, avec tout ce que ça a pu susciter. Aujourd'hui, on est avec quelques années de recul. On regarde que le vaccin contre la grippe, on le fait depuis bientôt 30 ans. On n'a pas d'impact sur la population, juste que la population est en meilleur effet. On vise les 60%. Pour le Covid, on fait attention, on reste vigilant sur les effets que pourrait avoir ce vaccin. Pour autant, ceux qui en ont envie peuvent se faire vacciner. D'accord. Donc on reste sur la base du volontariat. Complètement. Alors, sujet d'actualité toujours récent, on vous a parlé très récemment du sort des infirmiers. Vous avez reconnu qu'il était difficile d'être infirmier dans les îles, car ça revient à être de garde H24. Vous avez travaillé sur la rénovation du statut d'infirmier en proposant donc de nouvelles situations d'emploi. Sous quel délai, vous avez une idée? D'après quel calendrier? En fait, on est dans une situation où aujourd'hui,
On est en concurrence avec le monde entier sur les professionnels de santé. Il y a une pénurie mondiale qui est issue de deux choses, la pyramide des âges, et d'autre part, le manque de vocation. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de consacrer leur vie entière et pleine à soigner les gens en permanence. Les professionnels de santé, moi j'ai beaucoup de respect pour eux. Tout ce qu'ils ont fait pendant la crise, ils ont été là, ils ont permis de soutenir toute notre population. Ils ont tous travaillé avec abnégation. Donc, et faire évoluer leur statut qui n'a pas évolué depuis 30 ans est juste nécessaire. Prendre en compte leurs besoins, c'est nécessaire aussi. Donc on y travaille. On y travaille avec Vanina Crolla depuis qu'on a pris nos fonctions. Moi j'ai reçu les professionnels de santé et je les reçois très souvent, ne serait-ce que la fonction publique, parce qu'il faut faire évoluer les choses pour qu'ils soient en confiance, pour qu'ils restent en fonction. Et la problématique des îles est encore plus importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand quelqu'un décide d'aller dans les îles, oui, il est H24, oui, il s'occupe des gens en permanence, c'est le référent médical de la région et de l'endroit. Et il lui faut un endroit plus confortable pour s'installer et une vraie reconnaissance. C'est-à-dire une revalorisation salariale? Ça passe pas que par l'argent quand on parle avec eux. C'est important, mais c'est surtout des temps de repos, une prise en compte de la possibilité d'être remplacé, donc une question d'effectif aussi à revoir. Et c'est ce quoi on va s'employer pendant le budget primitif. Le manque, il est de quel ordre? Il faudrait, grosso modo, une grosse fourchette comme ça. Combien d'infirmiers pour que le centre hospitalier, comme l'hôpital de Toulouse, fonctionne bien? En fait, c'est pas une question d'effectif au CHPF, c'est une question d'attractivité des postes. On a un très très grand turnover au CHPF, ce qui fait qu'il faut améliorer les conditions d'emploi. C'est pas après faire des concours adaptés, mais on a beaucoup de postes au CHPF. À Routoulois, il fallait créer des postes. Et on les a créés parce que c'est une demande des syndicats, mais au-delà de ça, c'est un constat qui avait été fait par la DMRA, qui, elle, a fait une enquête avec l'Agence régionale de santé. DMRA, c'est quoi? La DMRA, c'est la Direction de la modernisation, qui est en charge des enquêtes pour pour déterminer s'il y a un vrai besoin ou pas. Donc il y a eu 2 enquêtes qui ont été faites. Et oui, il y avait un besoin, et on va faire en sorte de remplir nos obligations, parce que pour moi c'est une obligation, pour aider le personnel de santé à Outouro. Jeudi dernier, nous recevions le président du syndicat des infirmiers libéraux en Polynésie, Jérôme Fernandez. Alors bon, il en a profité pour exprimer un peu son ras-le-bol. On l'écoute, vous pourrez réagir tout de suite après. On en est arrivé là justement parce qu'on n'a rien fait lorsqu'il y avait les premiers indicateurs de la pénurie qu'on rencontre aujourd'hui. Rien fait, c'est-à-dire C'est-à-dire que les problèmes qu'on retrouve aujourd'hui, moi je les connaissais déjà il y a 17 ans de ça en Polynésie. Donc ça fait 17 ans, en gros, et même plus, que les problèmes concrets de terrain sont les mêmes. On ne va pas au fond des choses? Exactement. On met en place des solutions d'urgence, il faut, mais on élude, une fois que le problème est momentanément résolu, de s'attaquer au fond du problème et aux réformes structurelles, j'ai envie de dire. Le cœur n'y est pas, le cœur n'y est plus, mais j'espère que le cœur reviendra. Donc à mes collègues, à mes confrères, à mes consoeurs, je leur dis tenez bon, et à nos dirigeants, je leur dis dépêchez-vous. Et arrêtez de fermer les yeux, quoi. Et la poussière sous le tapis, stop, quoi. Mettons-nous vraiment à travailler sur le fond du problème, qu'on résolve ça pour nos enfants, pour nos vieux, pour nous-mêmes aussi, parce qu'on va dans le mur. Jérôme Fernandez, président du syndicat des infirmiers libéraux en Polynésie. Vous l'avez entendu, Cédric Mercadal. Dépêchez-vous, mettons-nous à travailler. Malgré les difficultés rencontrées, les infirmiers ne parlent pas de grève, car, disent-ils, ce seraient les patients les plus pénalisés. Bon, c'est déjà une bonne base, non, pour travailler ensemble? Oui, complètement. C'est vrai qu'on hérite d'une situation. Ça fait 17 ans, voire plus, que l'on n'a pas fait évoluer les choses, et Jérôme a raison là-dessus. Il a été praticien hospitalier, il est médecin, il est infirmier libéral aujourd'hui, il représente toute une profession. J'entends ce que je dis, Jérôme, et il a raison. Il faut qu'on travaille, faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait dès le premier jour. Moi, j'ai entendu les syndicats qui sont venus me voir dès la première semaine. On a parlé avec eux, on a discuté, on voit les mesures, on essaye d'y répondre au mieux. Et il va falloir
plus que des postes, plus de simples pansements sur une jambe de bois, il va falloir réfléchir à modifier structurellement les choses. Donc on travaille sur le statut actuellement avec Vanina Crolla pour améliorer les choses, pour faire en sorte de rendre plus attractive la profession de professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que les infirmiers, c'est les aides-soignants, c'est les médecins. Et faire en sorte aussi qu'il y ait au-delà de l'attractivité, un plan RH qui soit déterminé, parce que demain, on pourrait se retrouver dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, avec 25% de professionnels de santé qui auront disparu. Alors, le problème ne se limite pas aux seuls infirmiers. On va écouter ce qu'en pense Mireille Duval, la secrétaire générale de la CSTPFO au centre hospitalier. C'était il y a quelques jours. Ce n'est pas que les infirmiers, il y a aussi des médecins qui nous manquent, il y a de plus en plus dans toutes les catégories professionnelles, il y a un manque d'effectifs, la santé n'est pas attractive, les textes aujourd'hui sont peut-être un peu trop obsolètes, il faut changer. Il y a un réel besoin de réforme du statut. Le statut aujourd'hui n'est plus du tout adapté, n'est plus du tout attractif. C'est ça. Ce statut d'infirmier. Mais écoutez, il est bloquant entre les reprises d'ancienneté, entre les grilles à revoir, entre s'adapter au texte de France, parce que nous on est complètement largués par tout ça, il faut dire les mots. Donc on aimerait aussi qu'il y ait de vraies reconnaissances au même titre que les personnels de France. Voilà. Voilà, Mireille Duval, secrétaire générale de la CSTPFO au centre hospitalier. Alors, à l'entendre, on sent là aussi un vrai ras-le-bol. Il faut refaire et trouver un autre statut. Ce qui revient souvent chez le personnel, comme les syndicats, c'est le fait que le métier n'est plus attractif. Plus attractif, c'est surtout que les gens veulent pouvoir employer leur temps à soigner les gens. Plus que d'un statut. Et j'entends la réforme qu'il faut faire et qui est nécessaire pour harmoniser déjà les statuts entre les praticiens hospitaliers, puisque le CHPF a son statut et les autres praticiens ont d'autres statuts. Mais il y a une vraie différence maintenant avec la métropole où les statuts sont beaucoup plus favorables aux praticiens, ce qui crée une vraie distorsion de concurrence. C'est la formation aussi qu'il va falloir retravailler, c'est les logements de nos professionnels de santé, c'est les procédures administratives pour recruter et payer, parce que ça aussi c'est important. Faut faciliter les choses. Quand aujourd'hui on met 2 mois pour pouvoir effectuer un recrutement et que les Calédoniens, après la crise qu'ils ont eue, ont réussi à réduire leurs procédures à 5 jours, il faut qu'on aille dans ce sens-là. C'est tout le travail que l'on va faire très très vite d'ici la fin du mois avec Vanina Crolla. On a prévu un séminaire intergouvernemental avec la direction du budget, la direction du travail, la DGRH, la direction de la santé et le CHPF pour améliorer les choses, trouver les moyens d'aller plus vite, d'être plus performant et d'être plus réactif, aussi bien sur le statut, avec quelques mesures déjà pour répondre à l'urgence, mais aussi sur les procédures administratives de recrutement et de paiement. D'accord, donc une refonte du statut, sous quel horizon? Vous pensez que d'ici combien de temps? Une refonte, ça prendra beaucoup de temps. Par contre, prendre des mesures concrètes, ça peut être pas rapide, mais d'ici la fin de l'année, avoir déjà quelques éléments pour pouvoir répondre à l'urgence. Pour autant, il va falloir une réforme sur une année, je pense, au moins pour le statut, parce que ça va être en lien avec les partenaires sociaux. Il ne faut pas oublier que les partenaires hospitaliers ont différents statuts, eux aussi, au sein de la fonction. Un médecin ne se traite pas comme un infirmier, ne se traite pas comme un ambulancier ou comme un brancardier. Un brancardier, on est d'accord. C'est des choses qui doivent être discutées au cas par cas avec les cadres de santé aussi, pour améliorer les choses en fonction de leurs besoins, de leurs fonctions et de leurs difficultés. Donc, alors, on l'a assez bien compris. Donc, la solution, c'est pas forcément la revalorisation salariale, mais bon, tout de même, lorsqu'on parle de plus en plus de demandes de reconnaissance, etc., c'est un peu ça quand même, non? Ou alors, un infirmier, par exemple, il gagne combien pour aller à Otouroa, par exemple? Après, j'essaie de comparer le public et le privé. Jérôme a fait une analyse l'autre jour qui a été expliqué combien gagnait quelqu'un dans le privé. Dans le public, on a d'autres besoins, on a d'autres attentions, d'autres attentes qui sont, oui, peut-être une revalorisation salariale, mais qui est surtout d'avoir des gens qui peuvent être à côté de toi pour te remplacer. Parce que la difficulté aujourd'hui que moi j'entends, c'est l'épuisement. L'épuisement et le fait de ne pas être payé assez vite quand on fait des gardes et quand on fait autre chose.
c'est pas forcément le salaire de base. Les gens ne travaillent pas pour ça dans l'hôpital. Ils travaillent pour gagner de l'argent, oui, c'est normal. Tout travail mérite salaire. Mais ils sont en abnégation pour les patients sur le terrain, dans l'hôpital, et ils veulent pouvoir les soigner dans de bonnes conditions et pouvoir aussi avoir une vie privée en parallèle, parce que la qualité de vie compte aujourd'hui. Aux sorties du Covid, tout le monde s'est rendu compte qu'il était important d'avoir aussi une qualité de vie à côté de son travail, parce qu'on, comme l'a dit Jérôme l'autre jour, et je suis entièrement d'accord, quand on rentre à la maison, faut pouvoir aussi respirer, parce qu'on a eu des choses dures, et donc les moments de respiration sont tout aussi importants que l'argent. D'accord. Alors l'argent, cela dit, c'est vrai, un infirmier dans le public, on va laisser le privé, dans le public, il gagne combien ? Ah, ça dépend, si on commence à calculer. Oui, mais ça dépend ce qu'on entend. Combien il gagne en fonction des heures qu'il fait, en fonction de ses gardes. Je n'ai pas envie de lancer les salaires en place publique, vous comprenez bien pourquoi. Mais je dirais qu'on ne n'est jamais assez pour ce que l'on fait. Ils ne sont pas à plaindre ? C'est pas une question de plainte ou pas de plainte. Moi, je suis pas là-dessus. Je pense que ce n'est jamais assez par rapport au travail qu'ils font. Pour autant, il y a des réalités de coûts qui doivent exister. Mais il faut y réfléchir et qu'on en discute avec les partenaires sociaux. Le 24 octobre, devant le conseil d'administration de la CPS, vous allez présenter votre lettre de cadrage en quelque sorte. Vous allez présenter un peu votre projet ou vos projets. Alors oui, il y a la lettre de cadrage qui part cette semaine pour déterminer le nouveau budget de la CPS. On s'est déjà entendu avec les partenaires en expliquant qu'on allait mener à l'équilibre l'ensemble des régimes encore pour 2024. C'est surtout une chose importante, la protection sociale généralisée. C'est la vie de tout un chacun qui va de la naissance à la mort, on va le dire, même au-delà, puisqu'on prend en charge bon nombre de choses. C'est-à-dire qu'on prend en charge les prestations familiales, on prend en charge la retraite, on prend en charge la maladie. Et c'est un exercice difficile puisque aujourd'hui on assiste à un vieillissement de notre population et on assiste à des frais toujours plus importants. Donc une rationalisation est nécessaire. Et oui, il y aura des propositions. Pour autant, ce que l'on propose avec les partenaires sociaux, c'est de mettre en place une réunion après le budget tous les mois pour faire évoluer la protection sociale ensemble. Voilà, le temps donc nous a rattrapé. La télémédecine, on en reparlera lors d'un prochain rendez-vous. Merci beaucoup Cédric Mercadal d'être venu nous voir ce matin en qualité de ministre de la Santé. Je te remercie. L'invité